Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Webinaire Parole d'experts, la série proposée par l'École supérieure d'assurance. Alors à travers ces rendez-vous, l'ESA continue de créer un espace d'échange entre étudiants, professionnels et passionnés pour décrypter les grandes transformations qui impactent les organisations et les métiers aujourd'hui. Alors après une première édition consacrée aux trajectoires professionnelles, à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'assurance, de la banque, de la finance, on va aborder aujourd'hui le thème suivant. Et il est costaud, leadership, data et transformation. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Aboiron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur associé du cabinet Aboiron et associé, professeur associé à l'école AEI International School. École de l'UPEC. Tout est bon, parfait. À travers ton expérience d'accompagnement des dirigeants, tu interviens au cœur des réflexions stratégiques des entreprises entre transformation des modèles, intelligence économique et développement de la performance. On va parler de tout ça pendant ce webinaire. C'est un regard à la fois opérationnel, académique qui va nous permettre d'explorer concrètement les défis auxquels font face les dirigeants aujourd'hui, ainsi que les leviers pour y répondre de manière durable et efficace. Prêt ? Oui, toujours. Très prêt. On va commencer par la transformation digitale et surtout le rôle du dirigeant. Comment toi tu pourrais la définir, cette transformation, une transformation digitale qui serait réussie et en quoi elle doit être portée directement par les dirigeants plutôt que d'être déléguée ? C'est une très bonne question. Putain, on commence bien. Non, c'est bien. Il y a déjà la transformation digitale, c'est un sujet qui a... La transformation de façon générale a toujours existé. Maintenant, la transformation digitale, on la connaît depuis l'arrivée d'Internet, en gros le début des années 2000, où les entreprises se posent la question, est-ce qu'on veut un certain site Internet, un site de e-commerce, etc., etc. Donc là déjà, on a eu de la transformation digitale. Aujourd'hui, on est en 2026, il y a un autre enjeu qui se présente, c'est celui de la donnée, de la quantité de données qu'on possède sur les individus, sur les clients, sur les entreprises, sur les transports de marchandises, sur tout un tas de données. Donc, ce qu'on parle de beaucoup de big data. Et la question finalement aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que moi, dans mon entreprise, j'ai la capacité de gérer toute cette donnée disponible finalement pour prendre les décisions qui vont être importantes et stratégiques demain. Donc la transformation digitale, oui, est importante, vitale même pour les entreprises aujourd'hui. Et pourquoi tu parlais de leadership au début dans la question, et pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut qu'elle soit portée par le dirigeant qui doit avoir une vision de cette transformation, comment on veut l'entreprise demain. Plutôt le dirigeant qui la porte, il ne délègue pas parce qu'effectivement c'est important. Transformation, le mot, ne serait-ce que le mot peut faire peur. Transformation digitale, souvent c'est même des révolutions. Les data, ce sont des données parfois très très sensibles et donc c'est aussi une forme de responsabilité. Est-ce qu'il y a des freins, des principaux freins que vraiment tu observes dans les organisations ? Et est-ce que finalement ces freins, ils viennent de quoi ? De la technologie ou finalement de la culture et de peut-être cette peur ? Alors, ce qui fait peur, c'est pas tant la transformation, c'est plus le changement. On sait, naturellement, on n'aime pas trop changer. On aime bien notre zone de confort, on ne veut pas prendre de risques, on a l'habitude. Ou pire, cette phrase qu'on entend souvent dans les organisations, on a toujours fait comme ça. Ouais. Elle est terrible cette phrase. Alors, en fait, oui, culturellement, il y a des entreprises qui sont plus agiles que d'autres, plus flexibles que d'autres, parce que ce sont des entreprises qui ont eu l'habitude du changement. Après, toutes les entreprises ont changé, naturellement, parce que l'environnement évolue. C'est la théorie de la contingence externe qui explique que l'entreprise évolue dans un environnement et cet environnement change, qu'il soit politique, technologique, légal, etc., etc. Donc l'entreprise est obligée de changer, elle est obligée de se transformer, elle est obligée de s'adapter. Donc oui, il y a des gens qui sont réfractaires et le problème dans cette conduite du changement, ça va être comment j'accompagne ce changement, comment je lève ces freins qui sont les habitudes de tous les jours. Et une certaine forme de confort, quoi. Mais oui, et puis ça fait peur de changer, parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Ça aussi, cette phrase, on l'entend beaucoup dans les organisations. Mais en réalité, c'est au leader, de mon point de vue,
C'est au leader de porter ce changement et de porter cette transformation à travers une vision qu'il a de l'entreprise, de l'organisation et du secteur dans lequel il évolue. Alors justement, cet accompagnement, on va en parler, leadership, accompagnement des dirigeants. Comment finalement le rôle du dirigeant, il a évolué ces dernières années face à ces mutations et quelles qualités sont, on va le dire, indispensables pour piloter cette transformation? Alors, je pense que la principale qualité, c'est l'écoute. Ouais. Ça c'est indéniable. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être dans un leadership plus au service des équipes. On n'est plus dans le top-down des entreprises industrielles de la grande époque. On n'est plus là-dedans. Maintenant, les entreprises ont besoin, les nouvelles générations ont besoin de comprendre pourquoi elles font les choses, pas juste d'exécuter un ordre. Donc on a besoin d'un leader qui soit à l'écoute, évidemment, 1, qui ait une vision, 2, qui soit à l'écoute, et 3, qui soit au service des collaborateurs pour accompagner ce changement. Sans ça, ça me paraît difficile, surtout avec les nouvelles générations. Parce que s'il est à l'écoute, il comprend bien. Et s'il comprend bien, à ce moment-là, il va pouvoir être beaucoup plus pédagogue. Et finalement, Exactement. cette transformation, cette crainte, cette fameuse peur dont on parlait, elle ne va pas se répercuter sur les collaborateurs. À l'inverse, est-ce qu'il y a des freins ou plutôt des erreurs, les erreurs les plus fréquentes que font les dirigeants dans ce contexte de la transformation digitale? Oui. Alors avant de parler des erreurs, j'aimerais revenir sur un point qui me semble vraiment important. Ouais. C'est que pour que ça fonctionne bien, finalement, c'est quoi le facteur clé que tu sais d'une transformation digitale? Il est impératif, déjà, que ce soit porté par les dirigeants, par l'équipe dirigeante, par le leader de l'organisation. Et il faut que ce leader, cette direction, cette équipe de direction, elle ait 2 choses. 1, qu'elle comprenne ce qu'elle fait, qu'elle comprenne ce que c'est que la transformation digitale, qu'elle comprenne les enjeux du digital. Et 2, qu'elles sont en capacité d'accompagner les équipes. Ça, c'est la première chose avant d'aborder la suite. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Et ça veut dire, donc, comprendre et être capable de. Cette équipe de direction doit être capable d'accompagner le changement. Ensuite, les freins, les erreurs à éviter, c'est souvent l'excès de contrôle, quand on veut tout contrôler. Là, on met trop de barrières, on met trop de freins dans la réalisation de l'objectif. Ensuite, il y a une autre chose importante selon moi, c'est penser que la technologie va sauver tout le sujet et que ce n'est pas un sujet humain. Ben non, la technologie, on l'a bien vu depuis les années 2000, ce n'est pas ça qui fait le business. Le business, c'est l'humain. Donc il faut s'intéresser à l'humain pour que l'organisation puisse faire son changement, puisse faire sa transformation correctement. Ce n'est pas possible de tout miser sur la technologie, c'est impossible. Et je pense, pire que tout ça, ça serait que l'entreprise sous-traite cette transformation à quelqu'un de l'extérieur. Ça, je pense que dire on va tout miser sur le prestataire extérieur, la grande SS2I qui va nous faire notre transformation digitale. Ça veut dire que les collaborateurs, les parties prenantes dans l'organisation ne se seront pas appropriés ce changement, ne se seront pas appropriés cette transformation et ils vont la subir. Et là, je pense que c'est vraiment le pire du pire. Peut-être avant d'évoquer les différents secteurs et d'aller plus loin, pour celles et ceux qui nous regardent, comment on pourrait définir la transformation digitale? Ça correspond à quoi? Il y a à la fois le traitement des données, ok, mais est-ce que c'est la mise en place de nouveaux logiciels? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est quoi aujourd'hui pour celles et ceux qui découvriraient cette notion de transformation digitale, la transformation digitale pour une entreprise? Alors, c'est beaucoup de choses. Et ça peut être beaucoup de choses en réalité. Quand on parle aujourd'hui de transformation digitale, on est obligé de parler d'innovation. Aujourd'hui, dans une entreprise, dans une organisation, l'innovation, elle passe par 3 éléments. Ça peut être une innovation de produit, j'innove sur mon produit, donc je transforme la façon dont je crée mon produit. Mais là, je peux donner un exemple concret d'entreprise qui, selon moi,
est un très très bon exemple de transformation digitale et d'innovation dans la transformation du produit. Alors sans vouloir faire de publicité, mais c'est le groupe Toyota qui, en l'espace d'un an, a transformé toute sa façon de fabriquer son produit. C'est-à-dire qu'en un an, ils sont passés des plans papier et des outils à de la 3D et plus d'outils. En un an. Moi, je trouve ça extraordinaire. Changer la façon dont on fabrique notre produit, et ce qui amène à ce deuxième point qui est le procédé d'innovation. Donc, comment je fabrique mon produit, avec quels matériaux, et là, il y a encore de l'innovation. Et là, effectivement, l'ensemble des données qu'on peut avoir, et l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est capable d'apporter une transformation digitale. Et là, je peux donner un autre exemple dans les labos pharmaceutiques. On a, en 2025, créé le premier antibiotique uniquement avec l'intelligence artificielle. L'IA a conçu un nouvel antibiotique que vous pourrez retrouver sur Internet en 2025 grâce aux données que l'IA avait, au machine learning qu'on a mis en place. Ça veut dire que l'usage qu'on a fait de la technologie a permis de créer plus vite et de produire plus vite un médicament. Donc, ce qui est valable dans le secteur de l'automobile, l'est aussi dans le secteur de la pharmaceutique. Et enfin, le troisième sujet, c'est le service. On peut innover dans le service. Et là, la transformation digitale, elle peut intervenir, par exemple, dans le service qu'on propose à nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on apporte en termes d'expérience client? Alors, peut-être qu'on en parlera après, mais je donne un exemple très concret. C'est la capacité, par exemple, un grand groupe des GAFAM de livrer le jour même avant 22h, par exemple. Voilà. Ça, c'est une innovation de service. Ça, c'est un vrai service. Et ça, pourquoi ils sont capables de faire ça? Parce qu'ils ont mis en place tous les process internes, mais aussi toute la technologie, tout le digital qui va accompagner ça. Ça veut dire la robotique qui va prendre le colis, le mettre dans le bon paquet, le mettre dans la bonne camionnette et l'amener au bon endroit grâce au GPS. Tout ça, c'est du service. Jérémy, si je résume, est-ce que je me trompe en disant transformation digitale, finalement, c'est rendre son entreprise plus performante? Oui, c'est rendre son entreprise plus performante à condition, comme ce qu'on disait tout à l'heure, que l'ensemble des parties prenantes, que l'ensemble des collaborateurs se soient appropriés cette technologie et cette transformation. On va parler justement de cette transformation digitale à travers la data. Data qui est, on le sait, un levier stratégique. À quel moment, justement, cette donnée devient un véritable actif stratégique et comment éviter finalement qu'elle ne reste qu'un effet de mode ou un outil purement opérationnel? C'est une très bonne question parce que là, je me demande, en t'écoutant, je me dis, qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est la donnée qui est importante ou est-ce que c'est ce qu'on en fait? La donnée, on y a tous accès aujourd'hui. La donnée, on en a peut-être même trop. Et ce qui est stratégique, ce n'est pas la donnée en elle-même. Ce qui est stratégique, c'est notre capacité à l'analyser et à en sortir dans l'information. En gros, la donnée, c'est le matériau brut. Et toute la transformation, toute l'analyse qu'on va faire de cette donnée, donc plus on va être capable d'analyser beaucoup de données, plus on va être capable d'aller vite dans l'analyse des données et le traitement de données, plus vite on aura une information. Et c'est cette information-là qui va être stratégique. Et ça rejoint une des théories que j'aime beaucoup, celle de Robert Simon, c'est donner la bonne information au bon moment à la bonne personne. Parce que l'objectif, au final, c'est de prendre une décision. Et c'est cette décision qui va être stratégique pour toute l'organisation. Et là, je peux donner un très très bon exemple que tout le monde connaît, si j'ai le temps, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Et on a, vous le savez, tous aussi bien que moi, cette expérience de Kodak. Comment Kodak, leader mondial de la photographie, du jour au lendemain, meurt. Ou quasi. Quasiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont posé la question de est-ce que demain, ça va être de la photo numérique? Alors, ils avaient toutes les données. Ils avaient même ils étaient les premiers à avoir créé un appareil photo numérique et ils ont dit non, ça ne marchera jamais, c'est impossible. Pourquoi? Parce que leur prisme, leur culture,
c'était quoi? C'était la chimie. Ce sont des ingénieurs chimistes qui se sont dit c'est pas possible qu'on fasse sans la chimie. En gros, c'était impossible pour eux de concevoir que ça soit de l'électronique et pas de la chimie. Et ils se sont trompés. Résultat des courses, ils sont passés à côté d'un véritable changement, d'une véritable transformation, parce qu'ils n'ont pas vu. Et ils sont devenus obsolètes. Et ils sont devenus obsolètes. Dans la question, c'est intéressant, il y a actif stratégique. Alors, il y a effectivement la partie stratégie, mais si on prend le mot actif de l'univers banquier, c'est aussi dire que sa data, on peut lui donner de la valeur si on sait l'exploiter. Ah ben complètement. Complètement. Ce que je disais sur Kodak ou sur toutes les autres entreprises, ben oui, c'est un actif et ça a de la valeur pour la simple et bonne raison que c'est ce qui va permettre de prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qui fait que sur un marché égal, on va prendre, pour parler de la finance, on va parler de la finance de marché. Pourquoi à marché égal, il y en a qui réussissent leurs investissements et pas d'autres? On a tous les mêmes informations. On a les mêmes informations des entreprises qui publient leurs comptes, c'est public, etc. On a tous les mêmes analyses macroéconomiques données par l'ensemble des banques centrales dans le monde. On a tous la même vision. Pourquoi il y en a qui se plantent et pas d'autres dans les investissements? Ça va dépendre de comment justement on analyse. Alors Exactement. tiens, pour analyser, là, une entreprise nous regarde et elle se dit mais quel premier pas concret je peux faire pour exploiter mes données? J'ai plein de données. Quel conseil tu leur donnerais à ces entreprises? Le premier conseil que je donnerais, ça serait de se poser la question qu'est-ce que j'ignore? Qu'est-ce que j'ignore pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour prendre ma décision? Et ça, à mon avis, c'est la première question qu'il faut se poser. Parce qu'on part toujours bille en tête en se disant on sait tout. Mais en fait, non. Il y a forcément des choses qu'on ne sait pas. Donc, qu'est-ce que j'ignore? À côté de quoi je passe? Et qui va être nécessaire dans ma prise de décision. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, la transformation digitale, c'est gérer ses peurs, faire force face à ses freins, mais c'est aussi se remettre en question. C'est aussi se remettre en question, et tu as raison, c'est aussi être capable d'accepter, une fois qu'on a pris une décision, de nouvelles informations pour changer cette décision. Ça fait partie aussi des erreurs souvent que font les dirigeants, c'est de se dire on a pris une décision, et malgré les informations contraires qu'on reçoit au fur et à mesure, on reste dans cette décision, théorie de l'engagement. Oui, mais ça amène à un échec inévitable. Pour être plus performant, et cette performance, on va pouvoir la mesurer aussi, tu en parlais tout à l'heure, de l'expérience client, le service client. En quoi justement l'expérience client, elle est devenue un levier stratégique et comment la data elle va permettre réellement de la différencier, cette expérience client? Alors ça c'est difficile cette question, mais aujourd'hui, c'est mon avis, hein, c'est ce que je vois depuis... On est dans Parole d'expert, tu peux donner ton avis. Depuis 25 ans que je fais du conseil, ce que je vois dans les entreprises, c'est que on a les mêmes produits, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit on propose les mêmes produits, qu'on soit dans la banque, qu'on soit dans la pharmacie, dans la cosmétique, dans le textile. C'est quasiment les mêmes produits. Qu'est-ce qui va faire la différence, finalement? Ce qui va faire la différence, c'est quand on regarde comment se comportent les gens, quand ils veulent acheter un produit, maintenant, ils regardent les avis sur Internet. Ils regardent les avis. Qui dit quoi? Ah, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Ah, pourquoi? Là, je ne veux pas dire du mal des entreprises, mais il y en a qui ont des bonnes expériences. Et les gens vont aller là où il y a les bonnes expériences. Après, une bonne expérience client, ça passe par quoi? Ça passe par j'ai la bonne réponse aux questions que je me pose sur le produit que j'ai envie d'acheter ou le service que j'ai envie d'acheter. C'est j'ai un bon conseiller. C'est l'échange que je peux avoir avec les clients. Par exemple, je vais dans une boutique, je vais dans un restaurant. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir tel restaurant plutôt qu'un autre? C'est pas que le plat. Parce qu'aujourd'hui, on trouve exactement les mêmes plats dans tous les restaurants. Mais on va aller là où on se sent comme à la maison, là où c'est agréable, là où c'est telle ambiance, parce qu'on préfère telle ambiance. C'est ça qui va faire. Pareil pour une agence bancaire. Qu'est-ce qui va faire qu'on va préférer telle agence plutôt qu'une autre? C'est comment on est reçu, c'est comment on est accueilli, c'est tout le service qui va apporter cette bonne expérience du client qui va en ressortant de la boutique se dire c'est là que je veux aller travailler parce que j'ai eu une bonne expérience, j'ai un bon a priori.
Et ce bon a priori-là, les études ont montré que c'est dans les 10 premières secondes que ça se produit en rentrant dans une boutique, quelle qu'elle soit. Le bonjour, comment ça va est indispensable. Cette transformation digitale, avec cette relation client, finalement, est-ce qu'elle ne permet pas de recréer ce qu'on pouvait retrouver dans les commerces de proximité? C'est-à-dire la petite quincaillerie dans un village, on y allait et finalement le vendeur savait très bien qu'on était en train de refaire la salle de bain. Là, demain, même sur un marché plus globalisé, plus lointain, on va pouvoir recréer cette proximité grâce à ces datas? Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'aujourd'hui, les gens, alors je ne vais pas dire qu'ils cherchent plus des produits locaux ou des produits régionaux, mais ils sont plus intéressés à, effectivement, à qu'est-ce qui se rapproche de mes valeurs. Donc, effectivement, cette expérience client, ces big data, on va pouvoir beaucoup plus cibler sur les valeurs des individus, qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qu'ils veulent, et effectivement, apporter beaucoup plus de services. Je reprenais cet exemple du grand site de distribution que tout le monde connaît, qui livre le jour même avant 22 heures. L'expérience client de la livraison avant 22 heures, elle est toujours plus agréable que l'expérience d'un autre transporteur qui ne frappe pas et qui laisse juste un avis de passage. Et je tais les noms, mais voilà. Et là, en termes d'expérience client, on sait que si ça ne me livre pas, je ne vais plus commander chez eux. Et ça, c'est pas dans mes valeurs. Ou est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est en économie circulaire? Il y a toutes ces questions-là aussi qui vont arriver autour de la data et qui vont permettre aux entreprises de répondre à ces besoins-là. Tu parlais de Toyota qui a réussi en un temps record, finalement, en un an, une transformation digitale. J'imagine que tout ça, ça s'anticipe, que ça ne se décide pas du jour au lendemain. Justement, comment un dirigeant il va pouvoir concilier anticipation des mutations, vision à long terme, parce que c'est de l'investissement, on ne fait pas ça que pour 2 mois, et en même temps que ça ne bouleverse pas tout et de garder une certaine forme d'agilité, de productivité. Comment on concilie tout ça? Alors, Toyota, c'est vraiment un bon exemple parce qu'ils avaient une vision. Ouais. Et je pense que le dénominateur commun à tout ça, c'est vraiment la vision. Toyota, quand ils ont changé, c'était pour produire la première Prius, donc ça date pas d'hier. 97, je crois. Et oui, la 3D n'existait pas. Et c'est grâce à Dassault Systèmes, donc une entreprise française, qui avait une vision très très claire de l'impact de la 3D dans l'industrie. Et quand ils ont présenté ça à Toyota, le patron de Toyota a eu la vision et s'est dit mais c'est génial parce qu'on voit, on voit ce qu'on fait en fait. Donc on voit l'idée, physiquement on la voit, elle est là en 3D. Matérialise. Exactement. Et donc en fait le dirigeant a eu cette vision de dire c'est pas possible qu'on continue sur du plan 2D, c'est pas possible qu'on continue à travailler comme on faisait avant, c'est impossible. Donc on va tout changer. Et ils ont tout changé. Donc c'est vraiment, Toyota c'est vraiment, je pense, un des très très bons exemples de vision parce que c'est une vraie réussite. Mais ils ont eu la vision avant tout le monde. Avant vraiment tout le monde. Et quand on n'a pas cette vision avant tout le monde, comment on concilie toute la mutation, la vision, mais en même temps, j'imagine que là, des dirigeants nous regardent et ouais, enfin, moi je veux bien faire ma transformation digitale, mais si je mets tout à l'arrêt pendant 1 mois ou 2, comment je fais? Comment on concilie tout ça? On se fait bien accompagner? On se fait bien accompagner. Après, l'idée, c'est quand on transforme une entreprise, quand on fait de la transformation digitale, l'idée, c'est pas de dire on met tout à l'arrêt ou on jette tout à la poubelle et on met autre chose. Non, 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 non. C'est en parallèle. C'est en parallèle. C'est petit à petit. C'est étape par étape. Qu'est-ce qui est important? Ce sur quoi on peut agir qui ne va pas perturber l'activité de l'entreprise et on développe. On ne va pas tout casser et dire bon, allez, demain, ça va être comme ça et vous n'avez pas le choix. Non, non, non. C'est étape par étape, peut-être service par service. Ça va dépendre vraiment de l'entreprise, ça va dépendre de l'organisation. Et puis de la taille de l'organisation. Ouais. Parce qu'on ne change pas un groupe de 150 000 personnes comme on change une PME de moins de 10. Hein. Cette vision, la fameuse vision du dirigeant, j'imagine, ce n'est pas non plus la seule pour faire une transformation digitale réussie. Il y a aussi, pour garder cette longueur d'avance, l'intelligence artificielle qui peut jouer un rôle. Il y a l'analyse des tendances. On peut
être accompagné. Alors, on peut être accompagné. L'IA est très utile pour avoir Elle joue un rôle. Elle joue un rôle dans l'analyse. Oui, oui, aujourd'hui, les IA sont très, très performantes. Maintenant, on fait des agents IA avec des d'agents IA. Donc, on est capable de multiplier la vitesse d'analyse et alors pas encore la quantité d'analyse possible, mais en tout cas avec les IA qu'on a aujourd'hui. Mais après, ça amène à d'autres problématiques. Mais oui, en même temps, qu'on ait la meilleure IA possible et imaginable, ça n'enlèvera quand même pas que le dirigeant va devoir prendre une décision à un moment ou à un autre. Et que tous les dirigeants ne prennent pas tous la même décision. Parce que comme je disais au début, hein, on a tous les mêmes données, on a tous les mêmes éléments sur le marché. Pourquoi les entreprises qui réussissent et pas d'autres Ben, c'est exactement ça. En fait, la vision reste quand même très très importante. Si on n'a pas une vision de qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, et ça, c'est pas l'IA qui va le dire. Ces visions, ces sujets passionnants autour de la transformation digitale, est-ce que c'est ce qu'on va retrouver dans le prochain MBA de l'ESA qui va être vraiment dédié à la transformation, à la stratégie et à la transformation digitale? Alors, Parce que tu y seras. Oui, évidemment que j'y serai. Évidemment que j'y serai. C'est quand même, je pense, on va être le seul MBA finance, assurance et transformation digitale. Ça va être un MBA qui aura pour but de former les leaders à cette transformation digitale dans le secteur de la finance et de l'assurance. On va être les seuls, presque dans le monde. Donc oui, c'est vraiment un élément important où on va préparer les leaders à comment on accompagne les équipes, comment on construit une vision par rapport à son entreprise, par rapport à son organisation, par rapport à sa culture. Quels vont être les éléments clés? Est-ce que ça va être la data analyse? Est-ce que ça va être le big data? Est-ce que ça va être l'intelligence artificielle? On va parler de tout ça, et à la fois dans le secteur de la finance et dans le secteur de l'assurance. Bon, donc oui, ce MBA va être stratégique, vraiment. Vraiment stratégique. Tous les enjeux actuels, ils seront discutés. Tous ces sujets vont vraiment être abordés et on va pouvoir apprendre beaucoup de choses. Avec que des experts dans leur domaine et dans ces secteurs-là. Jérémy, pour finir, quel conseil tu donnerais aux dirigeants qui nous regardent pour réussir dans cet environnement qui finalement évolue chaque jour? Je pense qu'entre le début de cet échange et la fin, il y a déjà une nouvelle innovation. Ah bah oui, ça va très très vite. Alors le conseil que je peux donner, c'est de venir suivre le MBA déjà pour construire avec nous une vision et un plan d'action pour rendre cette vision opérationnelle et faire en sorte que ce soit une vraie réussite. Et tout ça se passe à l'ESA. Évidemment. Et il y a toutes les informations évidemment sur le site internet. École supérieure d'assurance. Tout est dit. Merci beaucoup. Avec plaisir. Jérémy Aboiron, directeur associé du cabinet Aboiron et Associés, mais aussi professeur associé à AEI International School de l'UPEC. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode Parole d'experts. À très bientôt pour un nouveau webinaire. I was always a careful dreamer. Well, that's like